Bienvenue dans cette toute nouvelle série de freelance à entrepreneur. Mon objectif à moi, c'est de vous montrer absolument tout ce qui se passe dans la vie d'un entrepreneur et surtout d'un petit entrepreneur, de quelqu'un qui se lance à peine. Moi, j'ai été freelance sur les 5 dernières années et ça fait 6 mois maintenant que je prépare mon offre, que je travaille sur tout un tas de choses pour me lancer et lancer mon agence. Et l'objectif de ce podcast, il s'adresse en fait à toutes les personnes qui sont dans les mêmes situations, freelance, entrepreneurs ou qui hésitent aussi à se lancer. Moi, mon objectif, c'est vraiment de tout vous partager et d'avoir une sorte de vision réaliste des choses, puisque voilà, aujourd'hui, je ne suis pas en train de faire 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ni 1 million, loin de là. Donc, c'est quand même plus sympa d'avoir une vision un peu plus réaliste et au fur et à mesure des épisodes, j'espère qu'à ce moment-là, eh ben, on pourra obtenir ces montants-là, ces paliers. Et donc, aujourd'hui, on va un peu l'appeler, objectif, faire les 100 000 par mois. On va commencer par l'objectif de faire les 10 000 par mois déjà, hein, puisque moi, je commence à peine en tant que avec cette nouvelle offre, cette nouvelle agence et j'aimerais tout vous présenter. Ce mois de juin déjà a été complètement fou. J'ai eu mon premier client et en même temps j'ai une dette fiscale de plus de 20 000 euros. On va pas rentrer dans les détails tout de suite, j'y reviendrai un petit peu au cours de l'épisode, mais ça a été tout plein de rebondissements. Donc moi vraiment j'ai envie de le lancer pour faire un peu du building public. L'objectif c'est que on ait aussi des histoires un petit peu où on peut s'identifier. Et donc c'est vrai qu'on a pas mal de building public, on n'a pas non plus beaucoup de building public en France, mais surtout on a du building public, des gens qui sont déjà assez successful je trouve. Donc c'est très bien pour eux, bravo à eux, il y a aucun problème là-dessus. Mais en même temps, c'est un petit peu difficile de s'identifier à ces personnes-là. Et moi, c'est pour ça que j'ai voulu lancer cette série. Et donc le format, ce sera un épisode par mois à peu près. Je vais essayer de tenir le rythme et de vous partager tout ça. Mon objectif également, ce sera d'inviter des amis entrepreneurs qui sont à peu près au même stade, au même niveau, pour qu'on puisse échanger sur nos différents problèmes, nos différentes astuces et essayer de vous livrer tout ça. Et donc, avant tout ça, on va déjà commencer par se présenter. J'ai été très mal poli, je ne me suis pas du tout présenté. Donc moi, c'est Milian Stojilkovic. Ça fait maintenant 5 ans que je suis freelance. Mais avant ça, donc moi, mes études, j'ai fait tout d'abord une école de commerce. J'ai fait une école de commerce et je me suis spécialisé en entrepreneuriat. Donc ça fait un petit moment que je veux être entrepreneur. Donc j'ai fait 1 an de conseil en transformation digitale. Ça a été très cool au début et puis j'ai vite fini par me lasser. Et en fait, vraiment, il y avait cette envie-là, que j'avais très envie d'être entrepreneur, mais j'avais pas forcément d'idée. Je pense qu'il y en a pas mal qui peuvent s'identifier à tout ça, puisque alors, il y avait l'envie de créer une boîte, il y avait envie d'être à mon compte, mais j'avais pas forcément une idée fixe que je pouvais développer. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit qu'il me manquait des skills, des compétences un petit peu fondamentales sur lesquelles je pouvais me reposer pour derrière faire une entreprise un peu plus prospère. Et ce que je voulais en fait, c'est surtout, moi j'ai fait un mémoire sur, donc mon mémoire de fin d'année, de fin d'études, pardon, d'école de commerce, ça a été l'impact de l'intelligence artificielle sur les emplois et notamment sur les emplois pour des étudiants du type école de commerce. Donc c'est un petit peu avant ChatGPT, tout ça. On n'était pas encore on parlait pas encore beaucoup de l'IA. Et les conclusions que j'en ai tirées à ce moment-là, c'était que les leaders de demain ne pouvaient pas se permettre d'être techniquement illettrés. Et donc en fait, à partir de cette conclusion, ce que ça veut dire, c'est qu'il fallait un petit peu toucher à la tech, sinon on allait très vite finir par être largué. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une formation, je me suis fait un master chez Open Classroom en partenariat avec Supélec pour faire une formation de data science, donc pour devenir data scientist. C'est plutôt pour faire cette formation, il fallait avoir des prérequis en maths et en programmation. Moi qui sortais d'école locaux, normalement on peut se dire que pas trop, mais en fait j'ai fait une licence de mathématiques juste avant le master d'école de commerce, donc j'avais les prérequis, tout allait bien.
Et j'ai appris un peu de code de moi-même sur le côté en faisant des petits cours par-ci par-là. Donc du coup, avec un peu de base en Python et ma licence de mathématiques, j'étais en route pour mon diplôme de data scientist. Et donc, une fois que j'ai terminé mon diplôme de data scientist, je me suis lancé en tant que freelance, directement, sans aucune expérience en data, effectivement. Ça a été un petit peu le coup de poker. J'ai continué à me former au tout début, je ne me suis pas forcément trop mis la pression sur trouver vite un client. Effectivement, je pouvais me le permettre à ce moment-là, hein, on ne peut pas tous se le permettre. Et donc, je me suis inscrit sur les différentes plateformes, notamment Malte, et je travaillais sur des projets perso. Je continuais à développer mes compétences en data et en Python. C'était assez important. Et puis, au bout de quelques mois, je pense au bout de 3 mois, j'ai reçu mes premières demandes de mission, et notamment une première à la BPI. Et voilà, comme ça que j'ai eu ma première mission de data en tant que freelance. Donc j'ai fait ma première mission, etc. Ça s'est très bien passé. Et finalement, en faisant de mission en mission, ces 2-3 dernières années, j'ai commencé à me concentrer plutôt pour faire des clients du type e-commerce ou retail. Puisqu'en fait, j'avais aussi mon background en école de commerce, avec notamment le marketing, etc. Et j'avais dans l'idée de pouvoir me servir de ces compétences et pas uniquement d'avoir fait une réorientation, mais j'avais envie d'avoir en fait les deux casquettes, à la fois la casquette de gestion de projet, marketing, etc. et la casquette de data scientist, où donc j'avais la mallette, les outils pour faire les différentes analyses. Et donc c'est pour ça que j'ai un peu plus travaillé pour tout ce qui était marketing et e-commerce. Et en fait, en faisant mes missions, quand on est freelance, on vend son temps. Donc moi, je considère que être freelance, c'est pas vraiment être entrepreneur. On fait pas toutes les autres tâches, trouver des clients. Enfin, on fait un petit peu trouver des clients, mais bon, c'est plutôt, on va venir mettre son profil sur des plateformes, on va un petit peu embellir son profil LinkedIn et on recevra des propositions. Donc, c'est pas non plus aussi difficile que quand on crée une offre, quand on cherche, etc. Ça peut être difficile au début, mais une fois qu'on est lancé, on est lancé. Et donc, en fait, moi, cette façon de travailler, ça m'allait pas, puisque sur mes dernières missions, sur les 2 dernières années, je travaillais à chaque fois en 4/5e pour me laisser un jour pour développer un petit peu mon business, développer mes offres, etc., etc. Et en fait, c'était hyper frustrant puisque en un jour par semaine, on ne pouvait pas faire grand-chose. On ne pouvait rien faire en fait. C'était hyper frustrant. Et du coup, au fur et à mesure, je faisais des plus grandes pauses entre les différentes missions pour pouvoir travailler sur mes offres, mes projets, etc. Mais en fait, à un moment donné, il faut quand même ramener de l'argent. Et donc, du coup, je faisais des missions de freelance. Mais au fur et à mesure, je commençais vraiment à en avoir un petit peu ras-le-bol de cette méthode de travail, de vendre mon temps et du coup de ne pas être suffisamment libre au final de faire un petit peu ce que je veux. L'élément vraiment déclencheur chez moi aujourd'hui, ça a été lorsque mon petit frère qui est en école d'ingénieur recherchait un stage et moi je me suis dit, eh ben là, c'est une trop bonne idée. Moi, ça fait quelques années déjà que je galère entre, ok, je dois faire la mission, mais en même temps, je veux développer des choses sur le côté, mais je n'ai pas le temps, je n'y arrive pas. Et du coup, là, je me suis dit, ok, en plus, il travaille aussi, il fait aussi un master en data. Donc, finalement, c'est assez proche de ses études, il a les compétences. Je l'ai embauché en tant que stagiaire. Et, euh, et du coup, c'est ce qui a un petit peu enclenché tout ça. Je me suis dit, ok, il faut vraiment que j'arrête, que je finisse maintenant ma dernière mission de freelance et que je me lance à fond et que j'y vais. Et en fait, là, j'ai eu voilà, 4, 5, à peu près 5 mois avec lui. On a travaillé sur cette offre. On a essayé de développer des projets, d'automatiser un maximum de choses pour que voilà, lui, il développe un peu l'offre techniquement. Moi, je fais la vision et aussi le marketing de cette offre. Et donc là, depuis 6 mois à peu près, donc ça fait depuis janvier, voilà, janvier 2023, j'ai terminé ma dernière mission de freelance et maintenant depuis janvier jusqu'à maintenant juin, juillet, et ben, je travaille sur cette nouvelle offre. Et donc là, on était en plein dans la transition de freelance à entrepreneur et je me suis dit qu'en fait, on devait être vraiment pas mal dans cette situation-là
puisqu'on va passer de freelance où finalement quand on vend son temps, on a quand même un petit peu de rémunération assez confortable. Moi, pour être totalement transparent avec vous, sur l'année 2022, en tant que freelance, j'ai facturé quasiment pour 100 000 euros, j'en étais à 98 000, quelque chose comme ça. Donc j'ai pas réussi avec tous les clients à faire 100 000 au total, mais 98 000, ce qui a été une très bonne année. Et en fait, le plus difficile là-dedans, quand on se dit ok, on crée une offre, on va la marketer, on va prospecter, etc. Et ben c'est qu'en fait, on passe de ok, on gagne 10 000 par mois en tant que freelance à on gagne zéro le temps de trouver son premier client. Et donc ça, c'est vrai que c'est une période qui peut en décourager plus d'un. Moi, justement, en termes de trésorerie, j'ai essayé de m'assurer un petit matelas confortable avec une mission freelance de 2022 pour me permettre de faire 6 mois, 7 mois sans clients et développer à 100% et donc donner 100% de mon temps dans le développement de cette offre. Donc effectivement, c'est là où en fait on peut se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas une façon de faire un peu différente dans le sens où on continue les missions de freelance un petit peu en part-time et on continue de développer. C'est ce que j'avais fait avec le 4/5e, mais le 4/5e, c'était pas suffisant. Honnêtement, moi je pense que la meilleure des façons de faire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les fractional CEO, CMO, etc. etc. C'est-à-dire qu'en fait, on va venir accorder un jour par semaine, 2 jours par semaine à différents clients. Et du coup, on va pouvoir avoir un client sur du long terme, donc avoir de la récurrence, et en même temps développer vraiment le reste de cette offre pour que finalement, ça soit un petit peu juste une sorte de mission de conseil, de consulting, et pas forcément trop d'opérationnel, ou alors légèrement un petit peu d'opérationnel. Et donc, c'est ce qui permettrait d'être un petit peu plus safe, on va dire, d'avoir un peu l'esprit plus libre pour se consacrer à 80% sur l'élaboration de son offre, etc., etc. Et donc moi, dans cette première vidéo, les grandes lignes que j'ai envie de vous partager, c'est comment déjà, quand on passe de freelance à entrepreneur, il y a la partie construction de l'offre, comment j'ai mis en place ma prospection, comment j'ai mis en place ma création de contenu, et enfin, je terminerai par les différents défis majeurs que j'ai pu avoir, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, je vais en profiter pour vous présenter mon offre, mais c'est uniquement dans l'objectif de vous démontrer comment moi j'ai créé mon offre et comment on crée une offre quand on passe de freelance à entrepreneur et donc avoir une entreprise autour un petit peu de cette offre de service. En fait, moi, ce que j'ai voulu appliquer, c'est je voulais créer une sorte d'offre de service un petit peu standardisée, une sorte d'offre sur étagère en fait, pour les différentes cibles que j'ai pu identifier. Donc l'objectif, c'est, voilà, pour son offre, il faut trouver sa niche, créer son business model, et ensuite créer le produit, comme je vous le disais, le produit standardisé. C'est un petit peu ces trois phases sur lesquelles vous devez réfléchir. Et du coup, moi, l'objectif que je voulais, c'était, en fait, quand on travaille en freelance, on a eu l'occasion de voir pas mal de besoins dans notre métier. Moi, dans mon cas, les 3 dernières années, j'ai travaillé avec des e-commerce et du retail. Et à force de faire des missions avec eux, qui sont des clients plus ou moins gros, j'ai vu qu'il y avait quand même, à chaque fois, je pouvais me dire, ah, mais ces choses-là, peut-être que, en fait, comme c'est des gros acteurs, ils le font déjà. Finalement, en data, pas tellement. On n'est pas forcément très en avance en France sur ces sujets-là, et même à l'international, je ne connais pas forcément les autres pays. Mais en tout cas, on n'est pas totalement très en avance, à part les belles startups, etc. Mais il y avait quelque chose à faire là-dedans. Donc moi j'ai remarqué que voilà, sur cette partie analyse de données, etc., data analyst, il manquait encore quelque chose. Et moi ma niche, c'était donc les e-commerce et le retail, la niche que je me suis trouvé. Et derrière, l'objectif que je voulais avec cette offre standardisée, c'était de créer quelque chose qui répond à un besoin et en même temps que moi j'arrive à standardiser, puisque ensuite c'est quelque chose que je sais combien de temps ça me prend,
Je vais pouvoir dire, OK, ça me prend 3 jours, 4 jours par mois à faire pour un client. Donc, je connais toutes les étapes à l'avance. Et ensuite, du coup, on peut laisser quand même légèrement le client faire des petites demandes spécifiques pour améliorer son produit à chaque fois en fonction des différents besoins qu'on pourra reproposer à d'autres clients. C'est ça que j'adore avec le côté offre standardisée, c'est qu'on dit OK, on a une offre sur étagère, voilà, je sais que si vous avez ce besoin, voilà comment j'y réponds avec cette offre-là. Et derrière, du coup, laisser un petit peu, voilà, il ne faut pas être trop transigeant là-dessus. Il faut laisser un petit peu des demandes spécifiques puisque chacun aura des demandes spécifiques. Et comme ça, en fait, c'est aussi l'occasion d'améliorer son produit, d'améliorer son offre de service et de la reproposer à d'autres clients. Puisque finalement, c'est les clients qui vous donnent des idées pour améliorer votre offre. Ça, j'aime beaucoup tout ce côté-là. Donc, c'est comme ça que j'ai construit mon offre. Et derrière, en fait, ce que je voulais faire aussi, c'était avoir quelque chose de récurrent. L'objectif, c'est pas d'aller courir après les clients tous les mois, de faire de la prospection tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sinon, on a un business de prospection et on n'a pas, une vraie entreprise. Donc, mon objectif, c'était d'avoir un produit standardisé qui est vendable tous les mois. Et ça, on peut le faire dans pas mal de métiers différents. On peut prendre l'exemple de tout ce qui est freelance développeur. On va dire développeur web, par exemple. Vous faites des sites web. Aujourd'hui, quand vous faites des projets de site web en freelance, ben, ça va être soit au projet et du coup, ben, vous payez, le client vous paye 6 000, 7 000, 10 000 euros pour un site web, peu importe. Soit vous vendez votre temps et du coup, vous développez le site web en fonction de la complexité de ce site web. Et donc, vous vendez 15, 20, 30, 2 mois de développement à votre client. Et bien ça, on peut aussi le standardiser. On peut dire, voilà, moi j'ai une offre avec un site web, voilà les différentes options. Et en plus, on peut le mensualiser. On peut dire, eh ben, ça vous coûte, au lieu de vendre ce projet, disons 5 000, 10 000 euros, eh ben, vous pouvez le vendre 500 euros par mois, 1 000 euros par mois, et proposer en même temps de la maintenance. Ce qui fait qu'en fait, vous allez avoir une récurrence une trésorerie sur les 12 prochains mois. Donc, ce qui fait que ça rend votre offre à la fois attractif pour des petits clients et à la fois ça vous génère quand même des revenus sur le long terme. C'est plus facile, c'est comme si vous faisiez à crédit finalement au client, mais en même temps, ce n'est pas totalement ça puisque vous avez le client, vous travaillez avec lui tout le temps, tous les mois. Donc, c'est vraiment du revenu récurrent, récurrent, récurrent. Et ça, on peut le faire dans vraiment pas mal de business. Par exemple, si vous êtes un freelance designer, et ben, si vous êtes un freelance designer, on peut aussi se dire, OK, je vais faire des packages. On a un package de 500 euros par mois où vous allez avoir droit à tant de prestations par mois. On va dire, voilà, vous allez refaire un logo, deux logos, je ne sais pas, par mois, 15 présentation, peu importe. Voilà, vous connaissez mieux que moi vos prestations, mais en tout cas, c'est des choses que vous pouvez, pareil, mensualiser et standardiser. Et en fait, pareil, vous savez à peu près combien de temps vous mettez pour faire ça, et à force de le faire aussi, vous allez être de plus en plus rapide. Donc moi, j'aime beaucoup cette façon de faire pour faire une sorte d'offre standardisée et pour qu'on passe en fait de freelance à une agence finalement. Et au fur et à mesure que vous développiez vos méthodes et des automatismes, et ben à ce moment-là, quand vous avez beaucoup de clients, vous pouvez recruter une première personne, lui expliquer vos méthodes et en fait, vous pouvez scale comme ça un petit peu, pas à l'infini, mais scale avec ce modèle d'agence. Donc ça, c'est hyper intéressant et c'est comme ça que j'ai construit mon offre. Et en fait, moi, mon objectif, c'est de proposer un accompagnement annuel. Moi, je travaille donc avec des e-commerce et du retail et moi, je leur propose une prestation d'analyse de données et en fait l'objectif c'est pas que de l'analyse de données, aussi de la recommandation de campagnes marketing en fonction en faisant de l'hyper personnalisation de leur campagne. Moi je vais aller analyser leurs clients et leur dire ben voilà, ça c'est vos meilleurs clients, ça c'est vos clients qui risquent de s'endormir bientôt, il faut faire gaffe, il faut leur envoyer une campagne, etc. etc. Et en fait, souvent, ce qui est rigolo là-dedans, c'est que souvent, quand je leur fais les rapports à ces clients-là, ils s'étonnent de voir, oh, en fait, il n'y a que 5-6% de mes clients qui me rapportent jusqu'à 40-50% de chiffre d'affaires.
Et en fait, c'est assez étonnant pour eux. Ils disent, ah, c'est en même temps dangereux et en même temps, c'est intéressant de le savoir. Mais parce que du coup, il faut s'en occuper. Il faut absolument pas les perdre, ces clients-là. Et c'est le genre de prestation que moi j'offre. Et c'est comme ça que j'ai un petit peu standardisé mon offre de freelance pour la transformer en un produit, en une offre standardisée de service que j'offre donc tous les mois avec un accompagnement mensuel. Et mon objectif, c'est d'accompagner ces clients sur plusieurs années. Donc moi, ma niche, c'est les e-commerce et retail et de petite taille. Donc c'est-à-dire faisant, je ne sais pas, de 50 à 300 000 euros par mois. Mon objectif, c'est de travailler avec les petites et moyennes entreprises parce qu'en fait, j'ai envie de grandir avec eux et leur proposer plus ou moins d'autres services en fonction de leur croissance pour en fait devenir un peu comme une sorte de hub de la data pour les boîtes d'e-com et de retail pour en fait leur proposer toute la stack, de leur mettre en place toute la stack data au fur et à mesure de leur croissance. Au début, commencer par l'essentiel, les recommandations de campagne pour en fait faire du chiffre rapidement et c'est ça qui est génial. C'est que là, j'avais récemment un appel avec un client, je lui ai fait ma présentation, mon livrable de fin et en fait, ils étaient presque là, allez, on lance les campagnes dans 3 jours. Et c'est ça qui est génial, c'est que moi, je vais avoir les premiers résultats et en fait, mon offre finalement, il va se dire obligatoirement qu'elle vaut le coup puisqu'en fait, on va générer du chiffre immédiatement et ça va être un retour sur investissement immédiat. Et donc, c'est ça qui est assez génial dans ce genre de process et c'est pour ça que j'aime beaucoup mon offre. Dans la façon dont j'ai construit, j'ai mis beaucoup d'intelligence, j'espère, en tout cas, dans la construction, etc. Et donc, voilà, je pense que pas mal de freelances peuvent utiliser ces modèles-là pour passer de freelance à agence. Et en fait, c'est sur votre offre que votre business doit se reposer. C'est là où vous devez mettre le plus d'intelligence. Et moi, c'est ce qui m'a pris autant de temps pour finalement arriver à là où j'en suis aujourd'hui. Ensuite, une fois qu'on a son offre, on découvre ce que c'est que la prospection. La plus grande difficulté que j'ai eue ici du passage de freelance à entrepreneur, c'est vraiment la partie prospection. C'est la partie la plus chiante. Personne n'aime faire de la prospection, soyons clairs. Je pense que même les commerciaux qui font de la prospection tous les jours doivent détester ça. Enfin, il y a différentes façons de la faire et moi c'est là-dessus que j'ai eu le plus de difficultés et donc j'ai forcément pour monter en compétences, j'ai fait des formations. J'ai fait une première formation que j'ai payé 1600 euros, 1500, quelque chose comme ça. Bon, totalement remboursé par les différents organismes. Mais au final, c'était pas forcément une formation très adaptée à des entrepreneurs qui se lancent, mais plutôt à des entreprises qui ont déjà des systèmes en place et qui veulent juste les automatiser et passer à l'échelle. C'était vraiment pas fait pour moi, honnêtement, mais bon, je le savais pas avant de la faire, donc après coup, moi je la recommande pas perso. Et ensuite, j'en ai fait. Là, je suis inscrit à une deuxième formation qui a été bien plus chère. C'est plutôt 1500 par mois sur 6 mois, donc c'est quasiment 9-10 000 euros. Mais il y a tout le côté communauté, il y a le côté, en fait, dedans, il y a 300 agences qui se lancent aussi. Donc, si on veut aussi chercher des partenaires, etc., il y a pas mal de choses. Honnêtement, pour l'instant, je n'ai pas encore eu de retour sur investissement suffisant, mais je me suis lancé à peine. Je vous ferai un retour à la fin pour voir si moi j'ai eu un ROI positif sur cette formation ou pas. Je vous en dirai un peu plus et je vous dirai à la fin si je vous la conseille ou pas. Mais c'est quand même un gros investissement. Et donc pour faire de la prospection, il y a plusieurs méthodes. Il y a les méthodes les plus classiques, on va dire le cold calling, donc appeler les gens comme ça au hasard. Honnêtement, enfin pas au hasard, mais bon, faire une liste de différents prospects avec qui vous aimeriez travailler et les appeler. Il y a des gens qui sont à l'aise avec ça, il y a des gens qui ne le sont pas. Moi, c'est pas mon cas. Moi, j'aime pas qu'on m'appelle sur mon téléphone pour essayer de me vendre quelque chose. C'est un petit peu intrusif, je trouve. Donc si voilà, si vous êtes à l'aise et que vous aimez, il y a la partie cold calling. Moi, c'est pas mon truc. Ensuite, il y a la partie cold emailing. Et donc là, c'est un petit peu pareil. On envoie des campagnes de mail.
on essaie d'envoyer des mails perso, personnalisés, des mails un peu moins personnalisés. Et donc c'est là où vous allez faire toutes les erreurs possibles que font les gens quand ils se lancent en prospection. Vous allez faire des choses dont vous n'êtes vraiment pas fier au début, avec des mails très mal écrits, des choses au début, vous allez faire de la personnalisation, puis après, bon, à force d'en envoyer et pas avoir de réponse, on va essayer d'en faire des plus généraux, mais ça va être mauvais. Et donc, moi, je suis passé par toutes ces étapes-là. J'ai fait au tout début, honnêtement, ma première campagne de mail, j'ai envoyé une vingtaine de mails hyper personnalisés. Et là, j'ai eu, sur ces 20 mails, j'ai eu un appel. Donc, j'ai eu mon premier appel assez vite. Et puis après ça, il s'est suivi de 4-5 mois. Bon, je l'ai fait de manière irrégulière, hein, je n'ai pas envoyé 1000 mails, honnêtement. Et donc, j'ai eu vraiment aucune réponse à la suite de ça. Donc, c'est que j'ai vraiment fait toutes les erreurs qu'il fallait. Et donc là-dessus, c'est pas terrible, terrible. Troisième méthode, il y a tout ce qui est message à travers des plateformes. Et donc là, ça correspond. Là, il faut que ça corresponde à là où est votre cible. Donc ça peut être sur LinkedIn, ça peut être sur Instagram, sur Facebook, peu importe. Finalement, il faut que votre cible soit là et que vous la contactiez là où elle est. Moi, pour mon cas, c'est plutôt LinkedIn. Et donc LinkedIn, ben, ce qui est bien avec LinkedIn, c'est on peut faire ça en même temps avec un peu de création de contenu. Et donc, du coup, c'est un peu plus facile peut-être d'aborder les gens quand on écrit sur LinkedIn, puisqu'on a un petit peu de preuve sociale, etc., etc. Mais j'en parlerai dans la partie suivante. Donc, en tout cas, voilà, il y a ces deux méthodes-là. Mais pour ça, d'abord, pour utiliser ces méthodes-là, il faut faire donc de la génération de leads. Et là, pareil, vous avez plusieurs façons de faire. Soit vous pouvez payer des outils type LinkedIn Sales Navigator, etc. Mais c'est pas toujours très juste. Il y a d'autres outils qui s'appellent Apollo. Je vous les mettrai en description si ça vous intéresse. Soit vous pouvez engager quelqu'un sur Upwork, vous engagez un freelance. Honnêtement, les tarifs, vous pouvez avoir des choses pas trop chères. Vous pouvez avoir quelque chose entre 5 et 10 dollars de l'heure pour faire de la génération de leads. Vous lui donnez vos critères et lui, il vous enverra des leads à l'appel. Il y a des gens qui sont vraiment experts là-dessus, qui sont spécialisés là-dessus. Si vous voulez un petit peu de conseils là-dedans, en tout cas, tout ce qui est de plus qualitatif et plus rentable sur Upwork, c'est des gens qui travaillent aux Philippines, apparemment sont spécialisés dans le domaine de la prospection, enfin de la lead génération. Donc c'est là-dedans où vous aurez. Bon, on ne peut pas trop juger c'est un petit peu ce que dit le marché finalement. Et ensuite, une fois que vous avez généré vos prospects, vos listes de prospects, et bien là vous choisissez. Soit vous pouvez faire du LinkedIn, soit vous pouvez faire du cold emailing, ou soit vous pouvez faire les deux. D'abord leur envoyer des invitations, puis s'ils ne répondent pas, leur envoyer des mails. Donc moi, voilà, je vais vous donner en toute transparence ma stratégie à moi. J'ai généré avec un assistant virtuel, là on a généré à peu près 700-800 prospects. Et ensuite, du coup, je vais leur envoyer une invitation. S'ils acceptent, eh ben, je vais leur envoyer un petit message personnalisé. S'ils n'acceptent pas, ils se retrouvent dans la liste des personnes à qui je ferai des campagnes d'emailing où j'essaierai du coup voilà, d'avoir un deuxième contact. Donc grosso modo, c'est ça. C'est ça ma stratégie aujourd'hui de prospection. Je me lance à peine, j'ai pas encore mis tous les systèmes en place, donc j'ai pas eu encore beaucoup de retours, mais avec voilà, mon premier client, je l'ai eu du coup grâce à ça sur LinkedIn. Je l'ai contacté sur LinkedIn, mon message lui a plutôt plu, on a fait un appel, en 2 appels c'était réglé, c'était signé. Donc j'aime beaucoup cet aspect-là. Avec les plus petites boîtes, les petites et moyennes boîtes, on peut signer très vite. Donc ça c'est assez intéressant. Donc voilà pour la partie prospection. Je pense que vous pouvez trouver pas mal de vidéos sur le sujet, les différents outils, etc. Par contre, si vous utilisez LinkedIn, faites attention aux différentes limites. Vous pouvez vous faire suspendre votre compte très rapidement. Moi, ça a été le cas pour moi. Je pense que mon compte s'est fait suspendre au moins 4-5 fois. J'ai eu de la chance qu'ils ne l'ont pas suspendu définitivement, mais maintenant je fais vraiment gaffe. J'ai fait pas mal d'erreurs là-dessus au début.
On passe ensuite à la partie, donc ça c'est la partie un petit peu outbound, c'est-à-dire que vous allez vers les prospects, et à la partie inbound, c'est que les prospects viennent vers vous. Et là, il y a plusieurs façons, votre site internet, de la création de contenu, etc., etc. Donc moi, je vais vous partager ma stratégie de création de contenu à moi. Donc moi, je suis sur plusieurs plateformes. Honnêtement, j'ai créé un compte sur toutes les plateformes. Je ne suis pas du tout régulier sur aucune d'entre elles, donc ça, c'est pas bien du tout. La seule règle dans la création de contenu, c'est d'être régulier. C'est que comme ça qu'on pourra monter une audience, mais autrement, c'est très difficile. Donc là-dessus, moi, je suis un très mauvais élève. En même temps, à titre perso, j'ai 3 autres chaînes YouTube sur des sujets perso, plus de l'ordre de l'amusement, sur le volleyball, sur l'investissement, etc., etc. Et du coup, je connais toutes les stratégies, mais pareil, vraiment très inconsistant là-dessus. Et donc, moi, ma stratégie aujourd'hui, ça va être sur 3 grands axes. D'abord, comme j'ai un petit peu ces compétences en vidéo, puisque j'ai d'autres chaînes YouTube et que ça fait quelques années maintenant que je monte plusieurs chaînes YouTube, et du coup j'ai un petit peu de compétences dans la vidéo, on va dire, hein. Pas non plus extraordinaire, mais voilà. Et donc du coup c'est le format que je préfère. Donc moi je voudrais bien faire des contenus assez longs. Ça c'est une partie de cette stratégie de création de contenu. Il y a la partie où je fais un des thèmes abordés, ça va être le building public, donc notamment cet épisode. Et un autre thème, ça sera du coup des contenus plus experts, plus spécialisés sur des questionnements qu'aurait mon audience, mes prospects, sur du coup des sujets liés à la data. Ça sera le deuxième axe sur lequel je vais parler. Et donc, même ce contenu long, en fait, là, comme vous le voyez, certains vont le voir sur une vidéo YouTube, d'autres vont le voir à travers un podcast vidéo sur les différentes plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, etc., etc. Et donc, en fait, c'est pour un peu utiliser les différents canaux au maximum avec ces formats longs. Et derrière, l'objectif, hein, c'est de les transformer, de repurpose tout ça, de les transformer en contenu court. Donc essayer de prendre des parties de ces formats longs pour soit en faire des extraits qu'on pourra mettre sur Instagram, TikTok, YouTube Shorts, soit en faire des textes, des posts pour LinkedIn. Du coup, ça sera des textes écrits. Là, LinkedIn, j'ai essayé la vidéo aussi sur LinkedIn, ça marche pas très bien. Ils préfèrent 1000 fois le texte avec une petite image, avec un selfie, mais moi je déteste ça. Mais bon, faire une image plus un texte, un média plus un texte, c'est ce qui fonctionne le mieux sur LinkedIn. Et donc voilà, repurpose un petit peu tout ça. Et du coup, voilà, vous avez votre stratégie de contenu. Moi, je me suis fait un petit peu une sorte de carte avec tous les sujets dont je pourrais discuter. Et du coup, je me suis un petit peu prévu 3 mois de contenu. Mais maintenant, il faut les tourner. Il faut les tourner. Et du coup, j'ai été un petit peu trop la tête dans le guidon avec comme j'ai été très excité à l'idée d'avoir mon premier client. Du coup, j'ai bossé sur les 3 dernières semaines pour lui donner un travail irréprochable et du coup j'ai passé un peu moins de temps. Je passais pas du tout de temps sur ni la prospection ni la création de contenu, ce qui est absolument pas bien. Il faut continuer. Le principal facteur de réussite, c'est la régularité. Si vous contactez par exemple 20 prospects par jour tous les jours et que vous créez un morceau de contenu quelque part, eh ben, ça veut dire que vous touchez vos prospects éventuels tous les jours. Et du coup, faites ça 20 jours, 30 jours par mois, et ben, vous allez voir que vous allez forcément avoir vos clients. Et avec donc ces 3 choses-là, une offre absolument irréprochable, une bonne prospection régulière, une création de contenu régulière, c'est les 3 piliers qui vous feront atteindre les 10 000 euros de revenus par mois. Vous faites ça pendant 6 mois de manière régulière, je suis certain que vous allez arriver à 10 000 euros par mois en fonction évidemment du prix de votre prestation, mais ne mettez pas des prestations à 100 euros par mois, ça n'a aucun sens dans ce domaine-là, à part si vous faites du scaling absolu, mais on n'est plus sur le même genre de business. Il faut partir sur des offres de 500, 1000 euros par mois, quelque chose comme ça. Et donc, avec cette chose-là, vous allez arriver sur 10 000 euros par mois. Moi, j'en suis quasiment certain et même voire plus, puisque la création de contenu, c'est ce qui vous permet d'atteindre
d'atteindre vraiment des sommets et d'atteindre peut-être le million de chiffre d'affaires sur une année. Ça, c'est un petit peu l'objectif de tout entrepreneur qui se lance, je pense. C'est un peu ce cap un peu imaginaire, mais ça fait rêver, donc ça te donne une sorte d'objectif un petit peu lointain, donc c'est pas mal. Donc voilà pour ces trois aspects-là. Je voulais revenir justement en début de l'épisode, je vous disais il y a eu une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle du mois de juin, j'ai trouvé un client, donc j'ai trouvé mon premier client avec cette offre, donc ça j'en suis ravi. Et la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai eu une sorte de dette fiscale. En gros, comme j'étais freelance, j'avais encore le statut d'auto-entrepreneur et l'année dernière, j'ai fait quasiment 100 000 euros de chiffre d'affaires et j'avais pas encore transféré, enfin j'ai pas fait les démarches pour ouvrir une vraie société, mais je suis resté dans ce statut d'auto-entrepreneur. Alors qu'en fait, j'ai engagé beaucoup de dépenses, notamment plus de 10 000 euros pour de la formation. J'ai embauché des freelances aussi pour faire du montage, pour faire de la génération de leads, etc. etc. J'ai payé des outils. En fait, tout ça, c'est des dépenses. Dans une vraie boîte, ça va venir baisser vos impôts futurs, alors que dans une autre entreprise, il n'y a pas la notion de dépense. Il n'y a pas du tout la notion de dépense. Donc en fait, même si vous le dépensez pour de la formation ou peu importe ce que c'est, eh ben, on considère que c'est du salaire que vous êtes versé et du coup, vous devez payer plein pot les impôts dessus. Et donc moi, je me suis retrouvé à devoir payer plus de 12 000 euros d'impôts, alors qu'en fait, ce qui est normal quand on fait ces sommes-là, effectivement, mais ce qui est rageant, c'est que je ne l'ai pas utilisé pour me verser un salaire, mais je l'ai utilisé pour investir dans ma boîte. Et donc là, mon erreur, ça a été de ne pas passer en entreprise, en EURL, en SA, SARL, peu importe, mais une entreprise où il y a des charges, où il y a une notion de charge. Et donc ça a été une énorme erreur. Et du coup, ben voilà, j'ai dû payer à titre perso, donc impôt sur le revenu de plus de 12 000 euros. Et juste après ça, je pense 2 jours après, je reçois un mail des impôts qui me disent que je leur dois 9 500 euros de TVA. Bon, là-dessus, c'était une erreur. J'avais bien payé ma TVA. Ils avaient simplement pas noté de leur côté la référence, puisque comme j'ai un compte allemand, je ne pouvais pas faire le paiement directement. J'ai dû leur faire un virement. Et du coup, ben, ils n'avaient pas forcément noté dans le dossier. Donc ça, faites gaffe, si vous avez N26, c'est compliqué de payer sa TVA avec, hein. C'est pas hyper facile. Il vaut mieux avoir une banque française pour ça. Donc voilà, ça c'est les petits désagréments. Là aujourd'hui, je travaille très, très vite. Enfin, je réfléchis beaucoup à lancer donc pour faire une vraie boîte. Mais vous voyez, là c'est encore c'est ce problème de transition, puisque l'année dernière j'ai fait quasiment 100 000 euros de chiffre d'affaires. Mais là, ça fait 6 mois que je travaille sur mon offre et donc j'ai fait quasiment zéro de chiffre d'affaires. Et donc, je me suis dit, bah ok, autant rester en auto-entreprise le temps de faire. Mais en fait, pareil, là, j'ai fait des dépenses que j'aurais pu mettre en charge dans une vraie boîte, mais que je n'ai pas pu le faire puisque je suis encore en auto-entreprise. Donc, je pense que septembre, il faut absolument que je lance, que j'ouvre une vraie boîte et que j'arrête ce statut d'auto-entrepreneur. Donc ça, c'est le gros conseil que j'ai à vous donner quand vous faites la transition. Faites attention puisque si vous engagez des charges, ça sera pas du tout efficient pour vous si vous êtes en auto-entreprise. Et ensuite, par contre, la bonne nouvelle, là, on va finir sur une bonne note. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que par exemple, hier, au moment de tourner cette vidéo, et ben, hier, j'ai fait la présentation de mon livrable et du coup, ben, la présentation finale à ce premier client. Et je pense qu'ils ont adoré et ça a fait de l'effet. Et moi, j'étais vraiment très content de présenter cette offre. C'est un aboutissement de plus de 2 ans aujourd'hui à travailler dans ce milieu. En tout cas, même dans cette niche-là. Donc voilà, c'est l'aboutissement de 50 freelance évidemment, mais les 2-3 dernières années où j'avais cette offre en tête, mais j'arrivais pas à la concrétiser. Et là, je l'ai enfin concrétisée et c'est la présentation et ça a beaucoup plu, je pense. Et surtout, on va mettre en place mes recommandations très vite. Et là, on va avoir un retour sur investissement pour le client très rapide. Et c'est ça que moi je recherchais depuis le début, puisqu'en fait, ma plus grande frustration en tant que freelance avec des grands comptes, ça a été en fait la lenteur d'exécution.
Il y a une boîte avec laquelle j'ai travaillé, je leur ai fait un dashboard. Et en fait, comme ils manquaient d'effectifs et qu'une personne au cours du Covid était passée en arrêt maladie, puis finalement en retraite, en fait, ils n'avaient plus personne pendant un an dans ce département-là. Et finalement, le dashboard que je leur ai développé, eh ben, il s'est retrouvé être utilisé par personne. Et j'ai trouvé ça hyper triste puisque moi j'ai travaillé pendant longtemps dessus et l'objectif c'est que on l'utilise, c'est pas que je fasse des choses, ok oui on m'a payé effectivement, mais c'est quand même d'avoir des retours, de pouvoir l'améliorer, etc., etc. Et donc là, moi je voulais une offre qui ait des retours immédiats. Donc là je veux, ok, c'est un accompagnement mensuel, dans la semaine on lance les campagnes, on a un retour chiffré direct, et donc là en fait il y a pas de bullshit avec le client. Moi, c'est un truc sans engagement. Si je ne le rapporte pas suffisamment de chiffre d'affaires, on arrête notre collaboration. Mais il aura quand même tout le travail qui a été fait avant. Donc moi, là, voilà, je veux pas d'offre bullshit. Je veux quelque chose qui lui rapporte du chiffre et immédiatement. Donc voilà, c'était hyper intéressant de pouvoir présenter tout ça. J'étais très content. Et donc c'est un peu la conclusion de ce lancement. C'est le présenter à un premier client et le mois suivant, je vous présenterai quelques chiffres, évidemment pas les chiffres du client de manière précise, mais je vous présenterai quelques chiffres pour savoir donc, comment j'ai pu faire évoluer cette boîte et surtout, je mets de la régularité dans la prospection et la création de contenu et on viendra un petit peu faire le bilan le mois suivant et vous livrer mes nouveaux apprentissages et surtout des petits tips que vous pouvez avoir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me contacter directement sur LinkedIn, je pense. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Ça me fait très plaisir de faire cet épisode. Ça fait un petit moment que je l'avais en tête et aujourd'hui se concrétise enfin. J'aime beaucoup partager tout ça. Moi, ça fait des années que j'écoute des podcasts. Je me suis dit qu'il était temps que je fasse le mien de podcast, podcast vidéo, peu importe le format. Donc moi, je vous dis au mois prochain et tchuss!